La poussière ocre collait aux bottes en cuir de Marine, tandis qu'elle ajustait son chapeau de paille pour se protéger du soleil mordant du matin. 12 ans, des mains calleuses et des yeux qui avaient déjà vu plus de responsabilités que bien des gens n'en voient dans toute une vie. Elle vérifiait pour la 3e fois les papiers dans sa sacoche usée, s'assurant que tout y était, les spécifications techniques, les modèles choisis, les numéros de série préférés de son père. 7 ans. 7 ans d'économie rigoureuse, à renoncer au superflu, à voir son père se lever avant le soleil et se coucher après la lune. 7 ans pour arriver à ce moment où il pourrait enfin renouveler le parc de moissonneuses-batteuses de la coopérative. L'approbation du financement était arrivée le vendredi précédent et le lundi était le jour convenu pour conclure l'affaire. Mais son père ne pouvait pas y aller. Sa blessure au dos, conséquence d'années à porter des charges lourdes et de sa chute lors de la dernière moisson, le maintenait au repos absolu. Marine se souvenait encore du médecin disant que le moindre effort pourrait aggraver la situation. Sa mère devait rester pour s'occuper de lui et des jumeaux de 5 ans qui ne tenaient pas en place une seule minute. Il ne restait qu'elle. Le car cahota sur le chemin de terre jusqu'à la départementale, puis encore 40 minutes jusqu'à la ville. Marine profita du trajet pour réviser mentalement chaque spécification. Moteur de 400 chevaux, réservoir de carburant à capacité augmentée, système hydraulique renforcé, cabine avec climatisation et suspension pneumatique. Elle connaissait par cœur les différences entre les modèles concurrents, les avantages de chaque marque, les points faibles que son père lui avait appris à identifier. Le concessionnaire agricole se dressait, imposant, sur l'avenue principale, avec ses parois de verre étincelantes et son sol en granit qui reflétait les lumières du plafond. Marine prit une profonde inspiration en poussant la porte tournante. La climatisation glaciale contrastait avec la chaleur du dehors et ses pas résonnaient dans l'atmosphère silencieuse. 3 vendeurs discutaient près du comptoir principal. L'un d'eux la regarda et donna un coup de coude à ses collègues. Marine continua d'avancer, s'approchant du groupe avec la sacoche sous le bras. C'est alors qu'elle apparut. La femme devait avoir une petite trentaine, un tailleur impeccable couleur bordeaux, des talons hauts qui claquaient sur le sol, les cheveux relevés en un chignon parfait. Le badge doré sur sa poitrine indiquait « Vanessa Fournier, directrice des ventes ». Elle traversa le hall d'un pas décidé, mais il n'y avait aucun accueil dans son regard. Il y avait du jugement. Marine se présenta, tendant une main que Vanessa ignora complètement. « Le magasin de jouets est à 3 rues d'ici, ma petite. Je crois que tu t'es perdue. » Les mots étaient accompagnés d'un sourire condescendant, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Marine sentit la chaleur lui monter au cou, mais sa voix resta ferme. « Je ne suis pas perdue. Je suis venue acheter des moissonneuses-batteuses. Mon père m'a envoyé pour conclure l'affaire convenue la semaine dernière. » Le rire de Vanessa résonna dans le hall. Les autres vendeurs s'approchèrent, curieux. L'un d'eux, un jeune homme en chemise bleue amidonnée, croisa les bras avec un sourire moqueur. « Des moissonneuses-batteuses? Tu sais combien ça coûte? Une moissonneuse-batteuse, gamine? Tu as amené les pièces de ta tirelire ?» Marine serra la lanière de sa sacoche. Son père lui avait enseigné la dignité, l'importance de garder la tête haute même quand les autres essayèrent de la rabaisser. Mais rien ne l'avait préparé à cela. « J'ai tous les documents ici. Le financement a été approuvé. Il s'agit de 20 unités du modèle. »« 20 unités !» l'interrompit Vanessa avec un autre éclat de rire, plus fort cette fois. « Écoute, ma mignonne, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ici, c'est un concessionnaire sérieux. On ne répond pas aux blagues d'enfants. Rentre chez toi, prendre une douche et reviens quand tes parents pourront vraiment venir, d'accord ? » Le 3e vendeur, plus âgé que les autres, restait silencieux, mais ne fit rien pour intervenir. Marine regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait vraiment l'écouter, mais ne rencontra que des regards de mépris ou d'indifférence. « Regardez-moi ces bottes », commenta le jeune en bleu, en désignant les pieds de Marine. « Tu as marché dans une bouse de vache en venant ici ?» Nouveau rire. Vanessa secoua la tête avec une fausse pitié. « Ma chérie, nous ne voulons pas être impolis, mais tu salis notre établissement. Ces machines coûtent plus que ce que tu gagneras en 10 vies. Maintenant, sois une gentille fille et va-t'en avant que je doive appeler la sécurité. » Marine sentit ses yeux piquer, mais elle refusa de leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Elle pensa à son père, alité et souffrant, qui lui faisait confiance.
Elle pensa à sa mère qui lui avait repassé ses vêtements les plus propres pour ce voyage. Elle pensa aux 7 années de sacrifice. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Derrière elle, elle entendit Vanessa commenter à voix haute à ses collègues. Voilà ce qui arrive quand les parents n'éduquent pas correctement leurs enfants. Ils envoient une gamine faire un travail d'adulte. La porte tournante la rejeta dans la chaleur de la rue. Marine traversa l'avenue jusqu'à une place de l'autre côté et s'assit sur un banc à l'ombre d'un tilleul. Ses mains tremblaient quand elle sortit le vieux téléphone portable de son sac à dos. Sa mère répondit à la 2e sonnerie. « Maman, prépare tous les documents officiels, les relevés de compte, les lettres de crédit de la coopérative, tout, et appelle le président de la coopérative. Demande-lui de nous prêter le pick-up neuf qui est arrivé la semaine dernière. Que s'est-il passé, ma chérie ?» La voix de sa mère était inquiète. « Ils m'ont renvoyé sans même m'écouter. Ils se sont moqués de moi, maman, mais demain je reviens, et je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. » « Marine, il vaudrait peut-être mieux que ton père y aille quand il ira mieux, ou moi-même. »« Non, » coupa Marine, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient enfin. « Je vais régler ça. De la bonne manière. » Elle raccrocha et resta assise là, observant l'animation de la ville. Un homme vendait des bâtonnets glacés au coin de la rue. Une vieille dame traînait un sac de course. La vie suivait son cours, normal pour tout le monde, tandis qu'à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, c'était de la détermination. Marine ouvrit de nouveau sa sacoche et feuilleta les documents. Chaque page représentait des années de dur labeur, de lever à l'aube, de lutte contre les parasites, les sécheresses, les prix injustes. Cet argent portait la sueur de son père sur chaque centime. Il portait les nuits que sa mère avait passées à coudre pour des clients afin de compléter les revenus. Il portait l'enfance à laquelle elle-même avait renoncé pour aider au champ. Et ces gens s'étaient moqués de tout ça. Le soleil commençait à décliner vers l'ouest quand Marine se leva enfin. Elle marcha jusqu'à la gare routière, acheta son billet de retour et attendit le car, assise sur une chaise en plastique inconfortable. Son esprit élaborait déjà le plan pour le lendemain. À la ferme, la nuit était déjà tombée quand elle arriva. Son père était assis sur la terrasse, défiant les ordres du médecin, un verre de citronnade à la main. Son visage s'illumina en la voyant, mais il comprit vite que quelque chose n'allait pas. Ça n'a pas marché. Marine monta les marches de la terrasse et s'assit à côté de lui. Elle raconta tout, de son arrivée à l'humiliation. Son père écoutait en silence, la mâchoire de plus en plus crispée. Quand elle eut fini, il soupira profondément. « Alors nous devrions partir, chercher un autre endroit. »« Non, papa. » Marine prit sa main calleuse. « Demain, j'y retourne. Mais j'y retourne différemment. J'y retourne pour leur montrer qui nous sommes vraiment. » Et c'est ainsi que, sous le ciel étoilé de la campagne, une fillette de 12 ans traça son plan de vengeance. Non pas une vengeance de haine, mais de justice. Non pas de violence, mais de dignité retrouvée. Le réveil sonna à 5 heures du matin, mais Marine était déjà éveillée depuis 1 heure. Elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, répétant mentalement chaque mot, chaque geste. L'anxiété se mêlait à une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Sa mère était déjà dans la cuisine quand Marine descendit. Sur la table, soigneusement organisée, se trouvaient tous les documents qu'elle avait demandés. Les relevés de compte montrant les 7 années d'économie, les lettres de crédit de la coopérative agricole du Tsinzi, Val d'Or avec le cachet officiel et les signatures certifiées chez le notaire, les titres de propriété des terres, les attestations fiscales, tout ce qui prouvait, sur papier à en-tête et tamponné, que cette famille avait non seulement les moyens, mais d'excellents moyens d'acheter un parc entier de machines. Marine prit chaque document, les vérifiant un par un. Sa mère observait en silence, en préparant du café frais. « Tu es sûre de toi, ma chérie ? Tu n'as rien à prouver à ces gens. » Marine leva les yeux et sa mère y vit quelque chose qui la surprit. Ce n'était pas de l'entêtement enfantin. C'était la même expression que son mari avait lorsqu'il prenait des décisions importantes concernant la récolte. « Il ne s'agit pas de prouver, maman. Il s'agit d'enseigner. Si je laisse passer, ils continueront à faire ça à d'autres agriculteurs qui arriveront en tenue de travail, à des gens qui méritent le respect mais n'ont personne pour les défendre. » La mère hocha lentement la tête, reconnaissant la sagesse précoce de sa fille.
Elle servit le café et s'assit à côté d'elle. « Ton père m'a demandé de te donner ça. » Elle lui tendit une mallette de direction en cuir marron, neuve, qui sentait encore le magasin. Elle n'était pas luxueuse, mais elle était élégante et professionnelle. Marine passa les doigts sur la surface lisse. Il l'a achetée l'année dernière en pensant l'utiliser pour les réunions importantes de la coopérative. Il a dit qu'aujourd'hui, tu représentes la famille, alors tu as besoin des bons outils. Marine serra sa mère dans ses bras, sentant le parfum familier de lavande et de savon de Marseille. Puis elle monta dans sa chambre pour se préparer. Sa garde-robe était simple. Il y avait ses vêtements d'école, ses vêtements de travail à la ferme et un seul ensemble plus habillé, acheté pour le mariage de sa cousine l'année précédente. Un pantalon de tailleur noir, un chemisier blanc à boutons et un blazer bleu marine que sa mère avait ajusté pour qu'il lui aille mieux. Marine prit une longue douche, se lava les cheveux et les peigna avec soin, les attachant en une queue de cheval basse et élégante. Elle chaussa les baskets blanches qu'elle ne portait que le dimanche pour aller à l'église. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Elle paraissait plus âgée, plus sérieuse. Mais il manquait quelque chose. Elle retourna à sa commode et prit le seul accessoire qu'elle possédait, une paire de petites boucles d'oreilles en argent qu'elle avait reçues de sa grand-mère avant son départ. Elle les mit et respira profondément. Elle était prête. Dehors, le vrombissement d'un moteur puissant annonça l'arrivée du président de la coopérative. Monsieur Bernard était un homme de 60 ans, à la bedaine proéminente et au cœur généreux. Il avait bâti la coopérative à partir de rien, rassemblant les petits agriculteurs pour qu'ils aient un pouvoir de négociation. Quand la mère de Marine avait appelé pour expliquer la situation, il n'avait pas hésité. Le véhicule qui se gara devant la maison était un pick-up tout neuf, acheté par la coopérative le mois précédent pour les événements et les représentations officielles. Chromé, étincelant, avec le logo discret de la coopérative sur la portière. Monsieur Bernard descendit et fit un signe de la main. « Bonjour Marine, je suis venu être ton chauffeur aujourd'hui. » Marine descendit avec la mallette en cuir à la main. Son père était sur la terrasse, ayant encore du mal à se tenir debout, mais il tint à descendre les marches lentement. Il serra sa fille fort dans ses bras. « Souviens-toi de ce que je t'ai toujours appris. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Mais on ne perd pas sa classe pour autant, peu importe ce que font les autres. Je sais, papa. Et souviens-toi que tu n'es pas seul. Tu représentes 240 familles de la coopérative. Chacune d'entre elles te fait confiance aujourd'hui. » Marine déglutit. Elle n'y avait pas pensé sous cet angle. Monsieur Bernard posa une main sur son épaule. « Ton père a raison. Mais détends-toi, petite. Tu es née pour ça. Je t'ai vu négocier le prix de l'engrais avec des intermédiaires quand tu avais 10 ans. Tu sais ce que tu fais. » Le trajet jusqu'à la ville parut plus court que la veille. Marine était sur la banquette arrière, révisant les documents une dernière fois. Monsieur Bernard conduisait en silence, respectant sa concentration. Ce n'est qu'en entrant sur l'avenue principale qu'il parla. « Juste une chose, Marine. Aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux conclure l'affaire avec eux, ou tu peux juste leur donner la leçon et partir. Quelle que soit ta décision, la coopérative te soutient. » Marine regarda par la fenêtre, voyant le concessionnaire approcher. Le soleil du matin faisait briller le verre encore plus fort. Elle savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. « J'ai déjà acheté les machines, monsieur Bernard. »« Comment ça ?»« Hier, après être parti d'ici, je ne suis pas allé directement à la gare routière. Je suis allé chez le concessionnaire concurrent, de l'autre côté de la ville. Je suis entré de la même manière, avec les mêmes vêtements sales. Un vendeur nommé Robert s'est occupé de moi. Il m'a offert de l'eau, a tiré une chaise, a écouté tout ce que j'avais à dire. J'ai conclu l'affaire pour 20 moissonneuses-batteuses. Elles arrivent le mois prochain. » Monsieur Bernard faillit freiner au milieu de la rue. Il la regarda dans le rétroviseur, les yeux écarquillés. « Tu as conclu hier, toute seule ?» Robert a appelé son directeur, il a expliqué la situation. Le directeur est descendu, m'a salué, a vérifié les documents et a approuvé sur le champ. Ils nous ont fait 10% de réduction pour un achat au comptant de la valeur financée. J'ai signé en tant que représentante légale de la coopérative en utilisant la procuration que vous aviez donnée à mon père l'année dernière. Monsieur Bernard se mit à rire, un rire profond qui secouait son ventre. « Petite maligne, alors aujourd'hui, on va juste donner une leçon, » compléta Marine,
et pour la première fois en 2 jours, elle sourit. Un sourire qui n'avait pas de joie, mais qui avait de la justice. Le pick-up se gara juste devant l'entrée principale du concessionnaire. Monsieur Bernard fit le tour et ouvrit la portière pour Marine, comme le ferait un chauffeur professionnel. Elle sortit en tenant la mallette en cuir, la posture droite, le menton relevé. 2 vendeurs qui fumaient à l'entrée jetèrent leurs cigarettes par terre et se précipitèrent à l'intérieur. Marine savait exactement ce qu'il faisait, prévenir qu'une cliente importante était arrivée. Monsieur Bernard resta dehors, appuyé contre le pick-up, les bras croisés. Il lui fit un signe de tête encourageant. Marine poussa la porte tournante et entra. Le hall était exactement le même que la veille. Le même sol miroitant, la même climatisation glaciale, les mêmes machines agricoles exposées comme des trophées. Mais cette fois, l'accueil fut complètement différent. Vanessa Fournier surgit presque en courant du fond du magasin, ses talons hauts martelant le granit avec précipitation. Un sourire était plaqué sur son visage, mais il était différent du sourire condescendant de la veille. C'était le sourire de quelqu'un qui voit arriver une commission de plusieurs millions. « Bonjour, soyez la bienvenue. S'il vous plaît, venez avec moi. » Marine ne dit rien. Elle suivit simplement Vanessa jusqu'à une salle de réunion vitrée au premier étage avec vue sur le hall principal. La directrice tira une chaise rembourrée, offrit du café, de l'eau, du jus. Marine n'accepta qu'un verre d'eau. « Alors, que pouvons-nous faire pour... Vous aujourd'hui ?» Marine posa la mallette sur la table en verre et l'ouvrit avec des mouvements calmes. Elle en sortit les documents et les organisa en piles distinctes. Vanessa observait avec des yeux brillants, imaginant déjà les chiffres. « J'ai besoin de 20 moissonneuses-batteuses. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit des papiers s'organisant sur la table. Vanessa cligna des yeux 2 fois, comme si elle avait besoin de traiter l'information. 20 moissonneuses-batteuses. La vente de l'année. Peut-être de la décennie. 20 unités. Oui, bien sûr, absolument. Vanessa prit un stylo et un bloc-notes, les mains tremblant légèrement d'excitation. Quel modèle envisagez-vous? Nous avons d'excellentes options en stock et nous pouvons vous faire une condition de paiement spéciale. Au comptant. Marine prononça ces 2 mots avec la même tranquillité qu'elle aurait dit bonjour. Mais l'effet fut dévastateur. Vanessa laissa tomber son stylo. Dans le hall en bas, le jeune homme en chemise bleue de la veille s'était arrêté près de l'escalier en verre, observant la réunion. Un autre vendeur plus âgé s'approcha également, curieux. « Au comptant ?» répéta Vanessa, la voix mal assurée. « Vous voulez dire paiement intégral en une seule fois. Le montant total financé est déjà approuvé par la coopérative, plus les économies de 7 ans. Voici les relevés de compte. » Marine fit glisser les premiers documents sur la table. Vanessa les prit avec des mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les lignes, les chiffres, les soldes. C'étaient des montants impressionnants. Des montants qui confirmaient que cette jeune fille assise en face d'elle représentait des millions d'euros d'affaires. C'est merveilleux. Vanessa essayait de rester professionnelle, mais l'émotion transparaissait dans sa voix. Je vais devoir appeler notre directeur commercial pour approuver une vente de cette ampleur. C'est la procédure standard. Cela vous dérange d'attendre quelques minutes? Faites. Marine but une gorgée d'eau et s'adossa à sa chaise, observant le mouvement en bas. Des vendeurs montraient des tracteurs à des clients, des employés administratifs traversaient le hall avec des classeurs. Tout semblait normal, routinier, mais dans cette salle, quelque chose que personne n'oublierait était sur le point de se produire. Vanessa revint en moins de 5 minutes, accompagnée d'un homme en costume gris, aux cheveux grisonnants bien coiffés et portant des lunettes. Il tendit la main avant même d'être complètement entré dans la pièce. « Bonjour, je suis Marcel Durand, directeur commercial. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Vanessa m'a expliqué votre intérêt pour les moissonneuses-batteuses. C'est un achat important et nous en sommes très honorés. » Il s'assit à côté de Vanessa et commença à feuilleter les documents que Marine avait présentés. À chaque page, ses sourcils se haussaient un peu plus. Quand il arriva aux lettres de crédit de la coopérative, il siffla doucement. « Coopérative agricole du Val-d'Or, je connais votre réputation. Un travail sérieux, des paiements toujours ponctuels. Cela facilite grandement notre négociation. » Marine les observait tous les deux en silence. Vanessa avait ouvert un catalogue numérique sur sa tablette et commençait à montrer les spécifications techniques des machines disponibles.
Le directeur commercial parlait des délais de livraison, des garanties étendues, des forfaits d'entretien. Ce fut au moment où il prit le titre de propriété des terres pour vérifier l'adresse que son expression changea. Ses yeux se plissèrent derrière ses lunettes. Il lut une fois, puis relut. Il regarda Marine, puis le document, puis de nouveau Marine. Ferme du Grand Chêne, route départementale 3 km 12. C'est la bonne adresse? Oui. Et vous êtes? Il prit un autre document, celui qui identifiait la représentante légale. Marine Dubois, 12 ans, fille de Jacques Dubois. Le sang quitta le visage de Vanessa. Marine vit le moment exact où le souvenir s'alluma dans les yeux de la directrice. La femme devint blême, la bouche entr'ouverte, la tablette manquant de glisser de ses mains. Vous étiez ici, hier. Ce n'était pas une question, c'était une constatation pleine d'horreur. Le directeur commercial regarda Vanessa, puis Marine, confus. Comment ça, hier? Marcel, elle est venue hier. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de sa visite? Vanessa ne pouvait pas parler. Elle regardait simplement Marine comme si elle voyait un fantôme. Le jeune homme en chemise bleue, qui avait monté les escaliers et se tenait maintenant près de la porte vitrée de la salle, pâlit également. Il se souvenait. Marine but une autre gorgée d'eau, savourant l'instant. Elle laissa le silence s'étirer quelques secondes de plus avant de parler, la voix calme et maîtrisée. « J'étais ici hier, oui. Je suis arrivé vers 10 heures du matin. Je venais directement des champs, donc mes vêtements étaient sales de terre. Mes bottes avaient de la poussière ocre. Mes cheveux étaient en désordre sous un chapeau de paille. » Vanessa ferma les yeux, comme pour effacer ce qui allait suivre. Mais Marine continua, chaque mot mesuré et précis. « Je suis entré dans ce concessionnaire avec la même sacoche que mon père avait préparée, avec les mêmes documents qui sont sur cette table maintenant. Je suis venu faire exactement ce que je fais aujourd'hui, acheter 20 moissonneuses-batteuses pour la coopérative. Mais hier, je n'ai pas été reçu. J'ai été humilié. » Marcel se redressa sur sa chaise, le visage de plus en plus sérieux. Vanessa tenta de s'expliquer, les mots trébuchant les uns sur les autres. « Je ne savais pas, je veux dire, vous aviez l'air d'avoir l'air pauvre, » compléta Marine, la voix toujours sereine mais chargée de sens. « D'avoir l'air sale, d'être trop jeune pour être ici. Vous m'avez dit que le magasin de jouets était à 3 rues d'ici. Vous m'avez dit de rentrer chez moi, prendre une douche et de revenir quand mes parents pourraient vraiment venir. » Marcel se tourna vers Vanessa avec une expression qui mêlait incrédulité et fureur contenue. La directrice essayait de se faire toute petite sur sa chaise, les larmes commençant déjà à se former. « Votre collègue là-bas. » Marine désigna le jeune homme en chemise bleue qui observait depuis la porte. Il s'est moqué de mes vêtements. Il a demandé si j'avais marché dans une bouse en venant. Il a suggéré que j'avais apporté les pièces de ma tirelire pour payer. Le jeune homme recula d'un pas, voulant disparaître. Mais il était trop tard. D'autres employés commençaient à s'attrouper dans le couloir, attirés par le drame qui se jouait dans la salle vitrée. Marine ouvrit une autre section de sa mallette et en sortit une carte de visite. Elle la posa sur la table en face de Marcel. Le directeur commercial prit la carte, la lut et ferma les yeux un long moment. Concessionnaire Lambert et Fils, leur plus grand concurrent dans la région. Hier, après être parti d'ici, je suis allé chez ce concessionnaire. Je suis entré de la même manière qu'ici, avec les mêmes vêtements sales, les mêmes bottes poussiéreuses, le même chapeau de paille. Vous savez comment j'ai été reçu? Personne ne répondit. Marine continua. Un vendeur nommé Robert m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Il m'a offert un verre d'eau. Il a tiré une chaise pour que je m'assoie. Il a écouté ce que j'avais à dire. Quand j'ai expliqué que je représentais mon père et la coopérative, il n'a pas ri. Il n'a pas douté. Il a appelé son directeur, a expliqué la situation, et en 2 heures, l'affaire était conclue. Vanessa mit la main sur sa bouche, étouffant un sanglot. Marcel avait fermé le catalogue de la tablette et regardait maintenant fixement la table, la mâchoire tendue. 20 moissonneuses-batteuses, modèle premium, paiement au comptant, 10% de réduction pour l'achat intégral, garantie étendue de 5 ans incluses, forfait complet d'entretien préventif. Les machines arrivent à la première semaine du mois prochain. Marine reprit la carte de visite et la rangea dans sa mallette. Puis, elle organisa tous les documents en ordre, avec des mouvements lents et délibérés.
Chaque seconde de silence pesait comme du plomb sur les épaules de Vanessa. Je ne suis pas revenu ici aujourd'hui pour acheter, que ce soit clair. Je suis revenu pour que vous sachiez ce que vous avez perdu. Pour que vous compreniez que cette fille sale que vous avez chassée hier avait plus d'argent dans sa sacoche que beaucoup de clients que vous servez en une année entière. Marcel retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit rauque. Marine, au nom du concessionnaire, je vous présente mes plus profondes excuses pour ce qui s'est passé. Cela ne représente pas nos valeurs. Ce n'est pas qui nous sommes. Marine le regarda droit dans les yeux, et l'homme vit dans le regard de cette fillette une maturité qui le déconcerta. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Durand, c'est exactement qui vous êtes. Ou du moins c'est qui est votre équipe quand vous ne regardez pas. Le problème n'était pas le manque d'argent, c'était le manque de respect. Et le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on ne donne qu'à ceux qui sont bien habillés ou qui arrivent dans une voiture chère. Marine ferma sa mallette en cuir d'un claquement sec qui résonna dans la pièce. Elle se leva de sa chaise avec des mouvements tranquilles, sans se presser. Vanessa restait assise, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots. Le jeune homme en chemise bleue avait disparu du couloir. Seul Marcel était encore là, debout maintenant, les mains appuyées sur la table, comme s'il avait besoin de soutien. « S'il vous plaît, asseyez-vous encore un instant. » Sa voix était lasse, défaite. « Je comprends votre position. Je comprends que le mal est fait. Mais permettez-moi au moins d'essayer de réparer une partie de cela. » Marine hésita. Elle regarda par la baie vitrée et vit M. Bernard en bas, appuyé contre le pick-up, lui faisant un signe de pouce levé. Elle se rassit, mais garda la mallette sur ses genoux, montrant clairement qu'elle ne resterait pas longtemps. Marcel rapprocha sa chaise, ignorant Vanessa qui pleurait silencieusement à côté de lui. « Mon père a lancé ce concessionnaire il y a 30 ans. Il a commencé en vendant des outils dans une boutique de 20 mètres carrés. Il disait toujours que l'homme de la terre était le client le plus honnête qui soit. Travailleur, homme de parole, quelqu'un dont la poignée de main valait plus que n'importe quel contrat signé. Il fit une pause, enlevant ses lunettes pour les nettoyer, mais Marine comprit que c'était plus pour gagner du temps et maîtriser son émotion. Nous avons tout bâti sur ce principe, respecter ceux qui travaillent en la terre, comprendre que parfois le client arrive ici directement des champs et que ses mains calleuses valent plus que n'importe quel costume importé. Mon père a toujours servi personnellement les agriculteurs, peu importe la taille de leur exploitation ou de leur achat. Marine écoutait en silence. Marcel remit ses lunettes et la regarda droit dans les yeux. Il est décédé il y a 3 ans, et peut-être que dans la croissance de l'entreprise, nous avons un peu perdu ce qu'il nous a enseigné. Ce n'est pas une excuse, c'est un constat. Et vous, à 12 ans, vous venez de me donner la leçon la plus importante que je pouvais recevoir. Vanessa leva enfin le visage. Les larmes avaient fait couler son maquillage parfait. Quand elle parla, sa voix était étranglée. Je n'ai aucune excuse, aucune. J'ai jugé sur l'apparence et l'âge. J'ai été arrogante, hautaine et cruelle. Vous ne méritiez pas ça. Personne ne mérite ça. Marine regarda la femme. Un instant, elle ressentit presque de la pitié. Presque. Mais elle se souvint du rire moqueur, des mots tranchants, de l'humiliation publique. Elle se souvint comment elle avait retenu ses larmes en sortant. Comment elle avait tremblé de honte et de colère sur le banc de la place. Des excuses ne défont pas ce qui a été fait, dit Marine avec fermeté. Et il ne s'agit pas que de moi. Combien d'autres personnes avez-vous traité ainsi? Combien d'autres agriculteurs, d'ouvriers, de gens simples qui sont entrés ici et ont été jugés sur leurs vêtements? Le silence qui suivit fut la réponse. Vanessa baissa de nouveau la tête. Marcel soupira profondément. « Vous avez raison. Et cela change à partir de maintenant. Mais je veux que vous sachiez qu'il y aura des conséquences. De sérieuses conséquences. » Il regarda Vanessa avec une expression qui ne laissait aucun doute sur ce qui allait arriver. La directrice comprit et ferma les yeux, acceptant le destin qu'elle avait creusé de ses propres mains. Marine se leva de nouveau, cette fois décidée à partir. Marcel l'accompagna jusqu'à la porte de la salle. Dans le couloir, les employés qui s'étaient attroupés se dispersèrent rapidement, gênés. La nouvelle avait déjà fait le tour du concessionnaire. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Dans l'escalier en verre, Marine s'arrêta et se tourna une dernière fois vers Marcel. « Mon père dit toujours qu'on ne mesure pas le caractère d'une personne à ce qu'elle fait quand on la regarde, mais à ce qu'elle fait quand elle pense que personne ne la voit.
Hier, quand je suis entré ici, vous avez montré qui vous étiez quand vous pensiez que ça n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, bien habillé et dans une belle voiture, vous avez montré qui vous êtes quand vous pensez que ça en a. Pensez-y. » Elle descendit les escaliers sans se retourner. Le hall principal était dans un silence absolu. Tous les vendeurs, tous les employés, tous les clients en cours de service, tous regardaient cette fillette de 12 ans qui venait de donner une leçon de dignité à toute une entreprise. Monsieur Bernard ouvrit la portière du pick-up en la voyant approcher. Marine monta, posa la mallette sur le siège à côté d'elle et respira profondément. Ce n'est qu'alors, dans la sécurité de cet espace, qu'elle permit à ses épaules de se détendre. « Alors ?» demanda Monsieur Bernard en démarrant le moteur. « Mission accomplie. » Il sourit et démarra. Le pick-up s'éloigna du concessionnaire, laissant derrière lui une traînée de leçons que personne là-bas n'oublierait de sitôt. Sur le chemin du retour, Marine regardait par la fenêtre le paysage urbain cédé, la place Auchan. Monsieur Bernard alluma doucement la radio. Une vieille chanson française passait. Après quelques minutes, il rompit le silence. « Tu sais, Marine, je connais Marcel Durand depuis une quinzaine d'années. J'ai déjà fait affaire avec son concessionnaire quelquefois, avant qu'on ne commence à travailler avec Lambert et Fils. C'est un homme bien, mais la droiture du chef ne sert à rien si l'équipe en dessous ne partage pas les mêmes valeurs. » Marine hocha la tête, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. « Que pensez-vous qu'il va arriver à Vanessa ?»« Monsieur. » Bernard haussa les épaules, gardant les yeux sur la route. « Elle sera probablement licenciée. Une directrice qui fait fuir une affaire de plusieurs millions par préjugé n'a pas beaucoup d'avenir dans l'entreprise. Mais tu sais quoi? C'est peut-être une bonne chose pour elle. Parfois, on a besoin de tomber pour apprendre à mieux se relever. » Ils continuèrent en silence pendant quelques kilomètres. La route goudronnée commençait à céder la place à la terre battue. Il était presque midi quand ils aperçurent l'entrée de la ferme du Grand Chêne. Le père de Marine était de nouveau sur la terrasse, cette fois accompagné de sa femme et des jumeaux. Quand ils virent le pick-up approcher, tous descendirent dans la cour. Marine était à peine sortie de la voiture que ses petits frères lui sautèrent dessus, s'accrochant à ses jambes. « Alors, la négociatrice ?» demanda son père, les yeux brillants d'attente. Marine raconta tout. Chaque détail, chaque mot échangé, chaque expression sur les visages de Vanessa et Marcel. Son père écoutait attentivement, hochant la tête à certains moments. Quand elle eut fini, il la serra dans une étreinte forte. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ma fille. Tu n'as pas perdu ta classe, tu ne t'es pas abaissé à leur niveau, mais tu n'as pas laissé passer non plus. Je suis fier. » La mère essuya discrètement une larme et invita tout le monde à déjeuner. Monsieur Bernard accepta l'invitation et bientôt la maison fut remplie de conversations et de rires. Les jumeaux voulaient savoir si Marine avait conduit le pick-up. Le père plaisantait en disant qu'il devrait maintenant la nommer officiellement directrice commerciale de la famille. Mais au milieu de la joie, Marine n'arrivait pas à chasser complètement de son esprit l'image de Vanessa pleurant dans cette salle. Ce n'était pas de la pitié exactement. C'était quelque chose de plus complexe. La conscience que ses actions avaient des conséquences réelles sur la vie des autres, même quand ces personnes avaient été cruelles en premier. L'après-midi, quand M. Bernard fut parti et que les jumeaux faisèrent la sieste, Marine s'assit avec son père sur la terrasse. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel d'orange et de rose. Le père alluma une cigarette roulée, ce qu'il ne faisait que rarement dans les moments de réflexion. « Tu penses à elle, n'est-ce pas ?» Marine regarda son père, surprise. Il sourit en coin. « Je te connais, ma fille. Tu penses à la directrice, si tu as bien fait. » Elle hocha lentement la tête. « Elle a été cruelle avec moi, papa. Mais ai-je été cruelle en retour? Je savais que ce que j'allais faire pouvait lui coûter son emploi. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'aussi mauvais ?» Le père tira une longue bouffée et expira la fumée lentement, réfléchissant à la réponse. « Tu n'es pas allé là-bas pour lui faire perdre son emploi. Tu y es allé pour donner une leçon. La conséquence sur son emploi est de sa responsabilité, pas de la tienne. Elle a choisi de te traiter de cette façon. Tu as seulement choisi de ne pas laisser passer. Il y a une différence. » Il fit une pause, observant les nuages se déplacer lentement. « Tu sais, Marine, dans la vie, on doit apprendre deux choses difficiles. L'une est de savoir quand pardonner. L'autre est de savoir quand ne pas se laisser marcher sur les pieds.
L'équilibre entre les deux, c'est ce qui fait la différence entre être gentil et être juste. Tu as été juste. Marine laissa les mots s'installer dans son cœur. Peu à peu, le poids qu'elle ressentait commença à diminuer. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Non par vengeance, mais par justice. Non par méchanceté, mais par dignité. Et parfois, pensa-t-elle, en regardant le coucher de soleil teinter les champs d'or, parfois donner une leçon est le plus grand acte de bonté que l'on puisse faire. La nouvelle se répandit dans la petite ville, avec la vitesse que seules les rumeurs dans les petites villes peuvent atteindre. À la boulangerie, au marché, sur la place de l'église, aux tables des cafés, tout le monde parlait de la fillette de 12 ans qui avait humilié la directrice du plus luxueux concessionnaire de la région. Les versions variaient dans les détails, mais l'essentiel restait. Une enfant d'agriculteur avait donné une leçon de morale à des adultes arrogants. Le lendemain de l'épisode, lorsque Marine se rendit en ville avec sa mère pour faire les courses, elle remarqua les regards. Certaines personnes la montraient discrètement du doigt, d'autres venaient la saluer ouvertement. Madame Françoise de la mercerie lui serra la main avec force. « Ma petite, tu as fait ce que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir le courage de faire. Combien de fois sommes-nous maltraités par des gens qui se croient supérieurs juste parce qu'ils ont un diplôme ou des vêtements chers ?» Marine sourit timidement, pas encore habituée à cette attention. Sa mère la tira gentiment, voulant la protéger de cette surexposition. Mais il était impossible de passer inaperçu. Dans la file de la boucherie, dans les rayons du supermarché, à la pharmacie, tout le monde voulait lui parler, la féliciter, raconter ses propres histoires d'humiliation et de préjugés. Un vieil homme, que Marine reconnut comme le propriétaire d'une petite ferme des environs, s'approcha d'elle à la sortie du supermarché. « Mademoiselle, je ne sais pas si vous le savez, mais ce que vous avez fait a eu un écho bien au-delà de cette ville. Mon gendre habite à la capitale, et il m'a appelé ce matin pour me dire que l'histoire est sur les réseaux sociaux. Des gens partagent, commentent, disent que vous êtes un exemple de dignité. » Marine écarquilla les yeux. Les réseaux sociaux. Elle utilisait à peine son vieux téléphone, et quand elle le faisait, c'était seulement pour appeler ses parents ou pour des recherches scolaires. Sa mère remercia le monsieur et pressa le pas vers la voiture. Sur le chemin du retour à la ferme, elle parla d'un ton inquiet. « Marine, toute cette attention n'est peut-être pas une bonne chose. Les gens vont commencer à avoir des attentes, à inventer des histoires. Tu n'es encore qu'une enfant. Tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules. »« Je sais, maman. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Je ne veux pas être célèbre ou quoi que ce soit. » Mais l'attention ne diminua pas. 2 jours plus tard, un journaliste du petit journal local se présenta à la ferme pour demander une interview. Le père le reçut sur la terrasse, boitant encore légèrement et alla droit au but. « Ma fille ne donnera pas d'interview. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et maintenant elle veut retrouver sa vie normale, étudier, aider à la ferme, être une enfant. » Le journaliste, un jeune homme aux lunettes rondes, insista. « Mais, monsieur Dubois, son histoire inspire les gens. Il y a un débat important en cours sur les préjugés de classe, sur la façon dont nous traitons les travailleurs ruraux, sur le respect. Sa voix compte. » Jacques secoua la tête fermement. Sa voix a déjà parlé. Elle a parlé quand elle est entrée dans ce concessionnaire, quand elle a été humiliée et quand elle est revenue pour donner la leçon. C'est plus éloquent que n'importe quelle interview. Maintenant, avec tout mon respect, je dois vous demander de quitter ma propriété. Le journaliste partit, mais l'histoire ne mourut pas. Sans interview directe, il publia un article basé sur des témoignages, avec le titre « Une fillette de 12 ans donne une leçon de dignité à un concessionnaire de luxe ». L'article se propagea, fut partagé dans des groupes d'agriculteurs, sur des pages sur l'éducation des enfants, dans des forums sur le respect et les préjugés. Pendant ce temps, au sein du concessionnaire, les conséquences de l'épisode se déroulaient inévitablement. Marcel Durand avait passé une nuit blanche, ressassant chaque mot que Marine avait prononcé. Le matin, il arriva au travail 1 heure plus tôt et convoqua une réunion d'urgence avec tous les employés. La salle de formation était pleine. Vendeurs, personnel administratif, mécaniciens de l'atelier, réceptionnistes. Tous connaissaient la raison de la réunion. Vanessa était assise au fond, les yeux gonflés, un maquillage minimal, la posture voûtée de celle qui a déjà accepté la défaite.
Marcel commença sans détour. « Vous savez tous ce qui s'est passé. Une cliente potentielle, une fillette de 12 ans représentant l'une des coopératives les plus respectées de la région, a été humiliée et expulsée de cet établissement. Nous avons perdu une vente de plusieurs millions d'euros, mais c'est le cadet de nos soucis. Nous avons perdu quelque chose de bien plus précieux. Nous avons perdu la confiance de toute une communauté. » Il arpenta la salle, regardant chaque employé dans les yeux. « Mon père a bâti cette entreprise sur un principe simple, respecter l'homme de la terre. Peu importe s'il arrive en tracteur ou en Mercedes, s'il est en bleu de travail ou en costume, s'il veut acheter un boulon ou un parc de machines. Le respect est la base. C'est le minimum. Et nous avons échoué. » Le jeune homme en chemise bleue, qui s'appelait Philippe, gigotait mal à l'aise sur sa chaise. Marcel s'arrêta devant lui. « Philippe, tu t'es moqué des vêtements de la petite. Tu as fait une blague sur le fait qu'elle avait marché dans une bouse. Tu as trouvé ça drôle d'humilier une enfant de 12 ans venue faire un travail sérieux. Je n'ai pas pensé que... » Exactement. Tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé que cet enfant pouvait avoir plus de responsabilités sur les épaules que tu n'en as dans toute ta vie. Tu n'as pas pensé qu'elle représentait 240 familles. Tu n'as pas pensé qu'elle pouvait avoir plus d'argent dans sa sacoche que tu n'en verras en des années de commission. Philippe baissa la tête, le visage rouge de honte. Marcel se tourna vers Vanessa. « Et vous, Vanessa, vous êtes directrice. Vous devriez donner l'exemple. Mais c'est vous qui avez mené l'humiliation. C'est vous qui avez renvoyé une cliente chez elle prendre une douche. C'est vous qui avez ri le plus fort. » Vanessa se remit à pleurer, mais cette fois, personne n'eut pitié. Ses propres collègues la regardaient avec un mélange de colère et de mépris. Elle les avait tous couverts de honte. Marcel retourna à l'avant de la salle. « Je mets en place des changements immédiats. Premièrement, formation trimestrielle obligatoire sur le service client, avec un accent sur l'empathie et le respect. Deuxièmement, tout employé surpris en train de discriminer ou d'humilier un client pour quelque raison que ce soit, apparence, âge, classe sociale, n'importe quoi, sera licencié pour faute grave sur le champ, sans seconde chance. Troisièmement, nous allons établir un canal direct pour les réclamations qui m'arrivera directement. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Quant à vous, Vanessa, » Marcel la regarda droit dans les yeux. « Vous êtes licenciée. Faute grave. Il n'y a aucune négociation possible. Vous pouvez récupérer vos affaires maintenant. » La salle devint silencieuse. Vanessa ne réagit pas comme si elle s'y attendait. Elle se leva lentement, les jambes flageolantes, et quitta la pièce, sans regarder personne. Le bruit de la porte se refermant résonna comme une sentence finale. « Philippe, tu as une seconde chance uniquement parce que ce n'est pas toi qui as commencé. Mais tu es en période probatoire de 6 mois. Une erreur, une seule erreur de conduite, et tu pars aussi. » Philippe hocha vigoureusement la tête, soulagé de ne pas avoir perdu son emploi. La réunion se termina dans une atmosphère lourde. Les employés retournèrent à leur poste en silence, chacun réfléchissant à ses propres attitudes. Marcel resta seul dans la salle pendant de longues minutes, regardant par la fenêtre l'animation de la rue. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit « Allô Marcel ? C'est Bernard, de la coopérative du Val d'Or. »« Monsieur Bernard !» Le ton de Marcel devint immédiatement respectueux. « Comment allez-vous ? » ?»« Je vais bien, je t'appelle pour te donner une nouvelle. Marine a raconté à toute la coopérative ce qui s'est passé. Son histoire, aussi bien chez vous que chez Lambert et Fils. Et tu sais, Marcel, les gens ici ont été impressionnés par ta réaction. Par le fait que tu aies licencié la directrice, que tu aies pris les choses en main. » Marcel ne savait pas si c'était bon ou mauvais. Il attendit que Bernard continue. « Alors on a décidé de te donner une chance. Le prochain renouvellement du parc de la coopérative, dans 3 ans, on veut négocier avec toi. Si tu maintiens le niveau de respect que tu as promis, si on n'entend plus d'histoire de discrimination, l'affaire est à toi. » Marcel sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Monsieur Bernard, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Ne me remercie pas, mon garçon. Remercie Marine. C'est elle qui a plaidé ta cause ici. Elle a dit que tu semblais sincère dans ton repentir. Elle a dit que tout le monde mérite une seconde chance, même ceux qui ont gravement fauté. » Après avoir raccroché, Marcel fixa son téléphone pendant un long moment. Une fillette de 12 ans,
humilié dans son établissement, le défendait, lui donnait une seconde chance, faisant preuve d'une générosité que lui, un homme de 40 ans, n'était pas sûr d'avoir eu dans la même situation. Il prit les clés de sa voiture. Il y avait quelque chose qu'il devait faire. Le soleil commençait déjà à décliner lorsque le pick-up de Marcel Durand s'engagea sur le chemin de terre, menant à la ferme du Grand Chêne. Il n'y était jamais venu auparavant, mais il connaissait la réputation de l'endroit. Des terres bien entretenues, une production constante, l'une des exploitations les plus respectées de la coopérative. Malgré tout, il n'était pas préparé à la beauté simple qui se révéla lorsqu'il passa le portail en bois. Des champs de maïs s'étendaient d'un côté, la plantation ondulant doucement avec la brise du soir. De l'autre, le pâturage vert où quelques vaches laitières paissaient tranquillement. La maison principale, en briques apparentes et avec une large terrasse, se trouvait au centre de la propriété, entourée d'arbres fruitiers et d'un jardin bien entretenu. Des poules picoraient en liberté dans la cour. C'était un morceau de France travailleuse, honnête, qui produisait la nourriture qui nourrissait le pays. Marcel se gara près de la terrasse. Avant même qu'il ne descende de voiture, la porte d'entrée s'ouvrit. Jacques Dubois, boitant encore légèrement, sortit pour voir qui arrivait. Il reconnut immédiatement Marcel et son expression devint méfiante. « Bonsoir, monsieur Dubois. » Marcel descendit de voiture, les mains nerveuses. Désolé de débarquer sans prévenir. Je devais vous parler. À Marine, si elle veut bien me recevoir. Jacques étudia l'homme un long moment, puis d'un signe de tête, il l'invita à monter. « Entrez, je vais appeler la petite. » L'intérieur de la maison était simple mais accueillant. Des meubles en bois sombre, un canapé en tissu fleuri, des rideaux en crochet aux fenêtres. Des photos de famille sur les murs racontaient l'histoire de ces gens. Mariage, baptême, récoltes abondantes. Une bibliothèque étonnamment grande occupait un mur entier du salon. Marine apparut du couloir, encore en tenue de travail, les cheveux attachés, en une queue de cheval pratique. Elle s'arrêta en voyant Marcel, mais ne montra ni surprise ni colère. Elle attendit simplement. La mère de Marine surgit derrière elle, s'essuyant les mains sur un torchon. Les jumeaux jetaient un œil curieux depuis la porte de la cuisine. C'était clairement un moment important, et toute la famille le sentait. « Marine, voici monsieur Durand, du concessionnaire. » Jacques fit les présentations formelles. « Il aimerait te parler, si tu es d'accord. » Marine hocha la tête et s'assit sur le canapé. Marcel resta debout, mal à l'aise, faisant tourner une casquette entre ses mains. Jacques et sa femme s'assirent également, montrant clairement qu'ils ne partiraient pas. Quoi qu'il ait à dire, ce serait dit devant toute la famille. « Marine, commença Marcel avant de s'interrompre, cherchant les mots justes. « Je suis venu personnellement pour m'excuser, pas en tant que propriétaire du concessionnaire, mais en tant qu'être humain. Ce qui vous est arrivé dans mon établissement était inacceptable, impardonnable, et la responsabilité finale m'incombe. » Marine l'observait en silence, les yeux attentifs. « J'ai licencié Vanessa ce matin, pour faute grave. J'ai aussi mis Philippe en période probatoire. J'ai mis en place de nouvelles politiques de formation et de conduite. Mais je sais que cela n'efface pas ce que vous avez ressenti, l'humiliation que vous avez subie. » Il s'assit finalement dans le fauteuil que Jacques lui indiqua, la casquette tournant toujours entre ses doigts. « Mon père a lancé ce concessionnaire en vendant des outils dans une petite pièce louée. Il a grandi à la campagne, fils de métayer. Il savait ce que c'était d'être regardé de haut. Quand il a réussi, il a juré qu'il ne traiterait jamais personne comme il avait été traité. Il a bâti son entreprise sur le respect. Et moi, j'ai laissé cela se perdre. J'étais tellement concentré sur la croissance, sur la vente, sur l'ouverture de succursales, que je n'ai pas remarqué quand l'essence a commencé à mourir. » Sa voix se brisa. Marine vit un homme sincèrement dévasté, non pas par la perte d'argent, mais par la perte de quelque chose de bien plus précieux. « Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai pas. Une fillette de 12 ans m'a appris ce que j'aurais dû apprendre de mon père. Et le plus incroyable, c'est que même après tout ça, vous avez encore parlé en bien de moi à monsieur Bernard. Vous m'avez encore donné une seconde chance que je ne sais pas si je mérite. » Marine parla enfin, la voix calme et mesurée. « Monsieur Durand, je n'ai pas parlé en bien de vous par bonté. J'ai parlé parce que j'ai vu quelque chose lors de notre réunion.
J'ai vu que vous étiez vraiment choqué, vraiment honteux. Et mon père m'a toujours appris qu'on juge les gens non seulement sur les erreurs qu'ils commettent, mais sur ce qu'ils font après ces erreurs. » Jacques hocha la tête en signe d'approbation. La mère de Marine essuya discrètement une larme. « Mais vous devez comprendre une chose. » Marine se pencha en avant, les yeux fixés sur ceux de Marcel. « Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. Ça arrive tous les jours, à toutes sortes de gens. Des ouvriers qui entrent dans des magasins et sont suivis comme s'ils étaient des voleurs, des femmes de la campagne qui sont maltraitées dans les hôpitaux, des hommes honnêtes qui sont traités comme s'ils valaient moins parce qu'ils ont de la terre sous les ongles. Si vous voulez vraiment changer, ça ne peut pas être seulement dans votre concessionnaire, ça doit être un vrai changement qui se propage. » Marcel écoutait chaque mot comme s'il s'agissait des Saintes Écritures. « Je comprends, et je vais le faire. Pas seulement dans mon entreprise, mais je parlerai à d'autres entrepreneurs. Je raconterai votre histoire partout où on me le permettra. Je ferai en sorte que votre exemple ne soit pas oublié. » Il se leva, tendant la main. Cette fois, Marine la serra. Une poignée de main ferme, d'égal à égal, entre deux êtres humains qui se respectaient mutuellement. Avant de partir, Marcel se retourna sur le seuil. « Une dernière chose, les 20 moissonneuses-batteuses que vous avez achetées chez Lambert et Fils, quand elles auront besoin d'entretien, de pièces, de quoi que ce soit, mon atelier est à votre disposition, sans frais. Pour les 5 prochaines années, c'est le moins que je puisse faire. » Marine regarda son père qui hocha la tête. C'était une offre généreuse, et la refuser serait de l'arrogance. « J'accepte, mais pas parce que vous nous le devez. J'accepte parce que c'est comme ça qu'on construit des ponts, et un bon pont sert aux deux côtés. » Marcel sourit pour la première fois depuis son arrivée. Une enfant lui enseignait le pardon, les secondes chances. Comment être un meilleur être humain? Il monta dans son pick-up et fit un signe de la main en s'éloignant, emportant avec lui des leçons qui transformeraient non seulement son entreprise, mais sa vie entière. Ce soir-là, la famille Dubois dîna ensemble autour de la grande table de la cuisine. Riz, haricots, poulet fermier que la mère avait préparé, légumes du potager. Les jumeaux bavardaient sur leur journée à l'école. Jacques racontait des blagues qui faisaient rire tout le monde. Marine aidait sa mère à servir, et dans ce moment de simplicité absolue, elle comprit quelque chose de profond. Ce n'était pas les 20 moissonneuses-batteuses qui comptaient, ce n'était pas l'argent économisé en 7 ans, ce n'était même pas la leçon qu'elle avait donnée. Ce qui comptait était là, sur cette table, la famille, la dignité, des valeurs qui ne s'achetaient ni ne se vendaient. La vraie richesse ne se mesurait pas en hectares ou en machines agricoles. Elle se mesurait en respect de soi, en intégrité, en sachant qui l'on est indépendamment de la façon dont les autres vous voient. Après le dîner, elle sortit sur la terrasse avec son père. La nuit était claire, les étoiles parsemant le ciel comme des diamants jetés sur du velours noir. Le père alluma sa cigarette roulée et ils restèrent là, dans un silence confortable, écoutant le chœur des cigales et l'aboiement lointain des chiens de la ferme voisine. « Tu as grandi trop vite ces derniers jours, » dit Jacques à voix basse. « Tu as dû apprendre des choses que même les adultes ne maîtrisent pas bien. » Marine appuya sa tête sur son épaule. « Tu dis toujours que la terre enseigne, que la terre ne ment pas, ne fait pas semblant, ne triche pas. Je crois que j'ai appris ça. J'ai appris qu'on doit être comme la terre, honnête, ferme et toujours prête à donner de bons fruits quand on la traite bien. » Jacques embrassa le sommet de la tête de sa fille, le cœur serré de fierté et d'amour. « Tu es spéciale, Marine, pas à cause de ce que tu as fait dans ce concessionnaire, mais parce que tu as quelque chose que beaucoup de gens perdent en chemin. Tu sais qui tu es. Et ça, personne ne peut te l'enlever. » Les mois suivirent leur cours naturel. Les 20 moissonneuses-batteuses arrivèrent comme promis, étincelantes, puissantes, sentant le neuf. La coopérative organisa un événement pour les accueillir, avec des fanions colorés et des discours émouvants. Marine fut appelée sur la scène improvisée et reçut une plaque en hommage. Elle l'accepta avec humilité, remercia rapidement et retourna à l'anonymat qu'elle préférait. La récolte de cette année-là fut record. La combinaison de machines modernes, de travail acharné et d'une saison des pluies bien répartie aboutit à une production qui dépassa toutes les attentes. La coopérative prospéra. Des familles remboursèrent de vieilles dettes, rénovèrent leurs maisons, achetèrent de nouveaux équipements. Les 7 années d'économie
et l'investissement dans la technologie avait valu chaque centime économisé. Vanessa, l'ex-directrice, tenta de refaire sa vie en ville, mais l'histoire l'avait profondément marquée. Personne ne voulait embaucher quelqu'un connu pour humilier les clients. Après 3 mois de chômage, elle déménagea dans une plus grande ville où personne ne connaissait son passé. On raconte qu'elle travaille aujourd'hui dans un centre d'appel, répondant aux clients par téléphone, où personne ne peut juger personne sur son apparence. On dit aussi qu'elle n'a plus jamais été arrogante avec qui que ce soit, que l'épisode avait brisé quelque chose en elle pour le reconstruire en mieux. Philippe, le vendeur qui avait ri avec elle, resta au concessionnaire. Mais il changea complètement, il devint le plus attentionné des vendeurs, surtout avec les clients les plus simples. Il avait appris la leçon, et contrairement à Vanessa, il eut la chance de l'apprendre sans perdre son emploi. Le concessionnaire de Marcel Durand connut une transformation profonde. La formation à l'empathie devint obligatoire et constante. Il engagea une consultante spécialisée dans le service client humanisé. Il fit imprimer et encadrer une phrase qui orna désormais le mur principal du showroom. Le respect n'a pas de prix, mais son absence coûte tout. La phrase n'était pas signée, mais tout le monde savait que c'était un hommage silencieux à Marine. 3 ans plus tard, comme promis, la coopérative fit de nouveau affaire avec Marcel. Cette fois, il s'agissait de 15 nouvelles moissonneuses-batteuses, négociées directement avec M. Bernard, mais avec Marine, présente à la réunion en tant qu'observatrice. Elle avait maintenant 15 ans, était en seconde, et parlait déjà d'étudier l'agronomie à l'université. Mais elle était restée la même, humble, travailleuse, les pieds fermement ancrés dans la terre ocre qui l'avait vue grandir. Le soir où le 2e achat fut conclu, Marine rentra chez elle et trouva son père sur la terrasse, au même endroit que toujours. Il ne boitait plus, sa blessure était complètement guérie. Elle s'assit à côté de lui. « Papa, aujourd'hui, Marcel m'a encore remercié. Il a dit que j'avais sauvé son entreprise, qu'après ce qui s'est passé, il a tout changé et que les affaires se sont améliorées parce que la réputation s'est améliorée. » Jacques tira lentement sur sa cigarette. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Marine réfléchit avant de répondre. « Je pense que je n'ai rien sauvé, je pense que j'ai seulement montré ce qui était déjà là. Son caractère a toujours été bon. Il était juste enfoui sous d'autres choses. Parfois, on a besoin d'un choc pour se souvenir de qui on est vraiment. » La sagesse d'une femme de 20 ans dans une fille de 15, sourit Jacques. La terre enseigne, vraiment. Ils restèrent là jusque tard, père et fille, observant les étoiles et écoutant la ferme respirer autour d'eux. Et dans ce silence rempli seulement par les bruits de la nuit, tous deux comprenaient la même vérité, que la dignité ne se perd pas quand les autres essaient de vous l'enlever. Elle ne se perd que lorsque vous l'abandonnez vous-même, et tant que Marine Dubois garderait les pieds sur terre et le cœur à la bonne place, personne ne pourrait jamais lui enlever ce qui comptait vraiment. Fin de l'histoire. Si le parcours de Marine a touché votre cœur, si vous avez ressenti la force de la dignité acquise par un travail honnête et le respect de soi, sachez que nous avons beaucoup d'autres histoires qui célèbrent les valeurs qui comptent vraiment. Des histoires de gens simples accomplissant des choses extraordinaires, de leçons apprises sur le terrain de la vie, de seconde chance et de rédemption méritée. Laissez un j'aime si vous croyez que le respect est quelque chose que tout le monde mérite, quels que soient les vêtements qu'ils portent ou la voiture qu'ils conduisent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vont émouvoir, enseigner et inspirer. Et dans les commentaires, racontez-nous, avez-vous déjà vécu une situation similaire? Comment avez-vous réagi? Votre histoire peut aussi inspirer d'autres personnes. Parce qu'en fin de compte, nous faisons tous partie de la même terre. Et une bonne terre donne de bons fruits quand elle est cultivée avec respect, travail et amour. À la prochaine histoire.